Merci de m'avoir invité pour parler un peu des soins palliatifs pédiatriques, parce que malheureusement, malgré toute sa recherche, on n'arrive pas encore à sauver tous ces enfants. J'ai voulu juste un peu reprendre un peu l'historique des soins palliatifs, pour savoir que cette notion est apparue la première fois, et les pionniers, c'était au Royaume-Uni, en 1967, où il y a eu la première unité qui a été formée pour prendre en charge les soins palliatifs adultes. À cette époque-là, quand même, la définition, c'était la médecine palliative reposée sur le suivi et la prise en charge de patients atteints d'une maladie active progressive dont le stade était très avancé et le pronostic très limité. Bien sûr, après, dans les pionniers, il y a eu les États-Unis, le Canada, qui ont développé aussi leur première unité de soins palliatifs. Nous, en France, cette notion est apparue grâce à Maurice Abiven, qui a fondé la première unité de soins palliatifs en 1987. Il a également participé à l'élaboration de la SFAP, qui est un grand congrès annuel sur la Société française d'accompagnement et d'accompagnement palliatif des adultes. Pour lui, également, la définition à cette époque-là, c'était prendre en charge des malades atteints d'une maladie inéluctablement mortelle dans un délai, en général, bref. Il faut savoir, c'est qu'on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là, parce qu'effectivement, là, on sent bien que quand on a développé les soins palliatifs, c'était pour la phase terminale. Maintenant, on est, avec toutes les évolutions, on est bien plus précoce dès le début aux côtés des médecins référents, parce qu'il y a beaucoup plus d'études qui ont montré que plus les soins palliatifs étaient précoces dans la prise en charge, plus on améliorait la qualité de vie et on allongeait aussi la vie des patients. Qu'en est-il de la pédiatrie ? Pour la pédiatrie, c'est apparu, c'est le Canada qui a été les pionniers dans les soins palliatifs pédiatriques, notamment en 1990 au CHU de Sainte-Justine, sachant qu'eux, initialement, ils ont voulu développer des soins palliatifs à domicile parce que leur problématique, c'était lorsque les enfants repartaient au domicile plutôt qu'en secteur hospitalier. En 1999, ils ont créé une première équipe de soins palliatifs qui était formée d'une infirmière et d'un médecin, notamment Ningo Humbert, qui a énormément développé les soins palliatifs pédiatriques et écrit beaucoup de livres à ce sujet, tout en ayant cette vigilance que les équipes de soins palliatifs sont des équipes consultatives qui sont aux côtés des équipes référentes, mais qui jamais ne prennent la place et que le service référent reste référent de l'enfant. Malheureusement, nous, en France, on s'aperçoit qu'on a énormément de retard, parce que la notion des soins palliatifs pédiatriques est apparue grâce au programme national des soins palliatifs en 2008 et 2012, où c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu la notion apparaître, où il fallait absolument organiser aussi les soins palliatifs pédiatriques qui, jusqu'à présent, étaient oubliés des plans nationaux de ces développements. C'est grâce à cette mesure qu'en 2011, les ARS ont doté chaque région pour pouvoir avoir un financement, et c'est comme ça que sont nées les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques. Il faut savoir, c'est qu'à ce jour, il y a 22 équipes en fait, qui correspondent à l'ancienne cartographie de France, parce qu'une équipe par région. Sachant que ce n'est pas beaucoup, qu'on fonctionne exactement comme les équipes mobiles de soins palliatifs, mais simplement, on est censé s'occuper de toute une région. Comme on n'est pas nombreux, on s'est regroupé en fédération en 2011, qui est la Fédération des équipes ressources régionales de soins palliatifs, pour essayer à la fois de promouvoir les soins palliatifs et aussi essayer de s'organiser pour essayer de faire de la recherche et aussi avancer sur la qualité de vie et la prise en charge complexe de ces patients. Nous, je vous ai juste, à titre informatif, un peu présenté notre équipe. Donc, moi, je suis responsable de l'équipe ressources de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sachant qu'on est divisé en deux parties. Moi, je suis responsable de Nice et j'ai mon collègue qui est à Marseille. Une ordre d'idée, pour 2019, on a géré 50 enfants en soins palliatifs et Marseille, ils ont géré une file active de 70 patients. On est un médecin sur les deux à mi-temps. On a une infirmière à temps plein de chaque côté. On a une psychologue à temps plein. À Marseille, ils ont une auxiliaire. Et nous, on a juste une secrétaire. Donc, c'est vrai qu'on a quand même... Et nos missions étant de prendre en charge ces enfants, que ce soit dans le secteur hospitalier, dans les instituts médico-éducatifs ou dans les périphériques ou au domicile. J'ai repris un petit peu la définition. Parce qu'on entend encore beaucoup, c'est pas le moment de vous appeler, on est trop tôt, c'est pas le moment, c'est trop tôt dans la prise en charge. On a encore des choses à proposer. Il faut bien quand même se rappeler que les soins palliatifs, c'est des soins actifs, c'est pas
on nous appelle quand il n'y a vraiment plus rien à faire. On est au centre et on est actif dans la prise en charge en prenant en compte une dimension globale, à la fois l'aspect physique, psychologique, social, existentiel et spirituel. Ça va bien sûr s'adresser à l'enfant qui est malade en tant que personne, puisque c'est ça notre priorité, mais aussi également à sa famille et son entourage. Et l'objectif étant de maintenir la meilleure qualité de vie possible à l'enfant jusqu'à son décès. C'est bien sûr une approche qui est interdisciplinaire et pluriprofessionnelle. On vise le soulagement à la fois des souffrances de l'enfant, mais de sa famille aussi. Et dans nos missions, il y a aussi de s'occuper un peu du suivi de deuil, ce qu'on essaye de développer de plus en plus pour les familles et les fratries. Alors c'est juste, c'est un titre indicatif, parce qu'au début, quand on a développé les soins palliatifs, c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais quel était le champ d'action, quels étaient les enfants qui rentraient dans ce domaine-là? Pour nous, pour l'hémato-onco, c'est le groupe 1, puisque c'est le champ où il y a un traitement curatif qui existe, mais où il y a un échec qui est aussi possible. Et on a aussi des périodes d'incertitude où quand les traitements curatifs, malheureusement, sont inefficaces. Donc pour nous, ce sera le groupe 1. Ensuite, du coup, je me suis un peu demandé, comme c'est un sujet qui est assez vaste, comment on pouvait un peu orienter aujourd'hui un peu notre réflexion. Et j'ai voulu un peu tourner vers moi ma vision de pédiatre des soins palliatifs, de comment on accompagne un enfant et sa famille qui va être inclus dans un essai thérapeutique, parce que c'est nos problématiques actuelles. Il y a de plus en plus d'essais qui se développent, notamment pour les hémato-onco ou pour le champ des pathologies neurologiques. Parce qu'effectivement, on sait que l'essai, ça va raviver l'espoir d'une guérison chez les parents. Et du coup, comment, à côté de cet essai, nous, on chemine avec ces familles sur une probable dégradation à venir face à l'espoir qui est généré. Comment, également, nos problématiques, c'est comment on conserve le lien avec ces familles lorsque les thérapies proposées les délocalisent de leur centre de référence. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout pour remettre en cause bien sûr les recherches, parce qu'on en a besoin. On a besoin de sauver plus d'enfants, de trouver d'autres traitements face aux situations dramatiques qu'on peut vivre régulièrement. Mais la question, c'est de se dire, est-ce que toutes les techniques innovantes, tous les traitements dont on peut espérer avoir une efficacité, sont-ils judicieux à proposer à un moment donné dans cette situation pour cette famille et pour cet enfant? Surtout lorsque on va imposer des trajets qui sont longs, parce que ça ne peut pas être fait dans leur centre de référence, lorsqu'il y aura des effets secondaires à venir qui sont peut-être handicapants. C'est des questions éthiques qui sont complexes, parce qu'on n'a pas forcément de réponse, parce qu'on sait en plus que les médecins, on a aussi envie de sauver ces patients, donc on a envie de proposer, de garder l'infime espoir. On a aussi besoin d'inclure aussi des patients pour pouvoir avoir des cohortes et aussi pouvoir avancer. Les parents, à côté de ça, eux, ils ne seront jamais prêts de toute façon à se résigner à la mort de leur enfant. Donc tout ce qu'on va leur proposer d'une certaine manière, forcément qu'ils vont y adhérer. Mais l'enfant dans tout ça, où on le met? Alors j'ai voulu vous faire partager un peu mon expérience du terrain avec ces familles. Notamment un jeune, Bastien, qui avait un sarcome indifférencié de très mauvais pronostic, récidivant à moins d'1 an après la chimiothérapie, pour lequel une thérapie ciblée lui est proposée 4 mois avant son décès. Cette thérapie a été obligée de se faire à Marseille. Donc pour savoir à peu près Nice-Marseille, il y a 2 heures de trajet, donc ça fait 2 heures aller, 2 heures retour. J'ai revu ce papa en post-décès. Il n'a jamais remis en cause l'histoire d'aller faire cette thérapie ciblée, parce qu'il m'avait dit de toute façon, entre ne pas la faire et aller vers une fin certaine et garder un peu d'espoir, on n'avait pas trop le choix. En plus, c'était son fils qui avait de toute façon choisi, donc il était serein avec ça. Mais sa question, c'était pourquoi est-ce que juste pour prendre un petit comprimé, on devait aller faire autant de trajets, être délocalisé de son centre pour lequel il y était attaché et voir jamais le même médecin. Et c'est vrai que c'est ça, effectivement, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de tout centraliser? Il y avait une autre jeune fille, Marie, 13 ans, qui avait un rhabdomyosarcome abdominal, qui avait été diagnostiquée dans le service de pédiatrie parce qu'en fait, elle était arrivée au décours de signes pulmonaires, de détresse respiratoire. On avait diagnostiqué une pleurésie, donc ils avaient drainé plusieurs fois. Et puis ça récidivait à chaque fois, elle était douloureuse. Et nous, en fait, on l'a rencontrée parce qu'on est aussi une équipe douleur. Donc au final, on nous avait appelés pour les aider dans la prise en charge, ce qu'on a fait. Donc on avait rencontré cette jeune fille avant le diagnostic de cancer. Donc son cancer a été diagnostiqué, elle a été prise en charge par le service d'hémato-oncologie de Nice. Elle a débuté sa chimiothérapie. Malheureusement, c'était un rhabdomyosarcome assez agressif. Donc 6 mois après le début, la tumeur a progressé. Et une thérapie ciblée a été envisagée de nouveau sur Marseille, 8 mois après le diagnostic.
Cette jeune fille, je la revois un peu par hasard juste avant le début de la thérapie ciblée, parce qu'on est en fait 2-3 fois par semaine dans le service d'hémato-oncologie. Donc le médecin m'appelle en me disant elle est extrêmement douloureuse, est-ce que tu peux pas la réévaluer? Sachant que je retrouve une jeune fille complètement épuisée, vraiment algique, elle savait même plus lever les bras, mais en même temps elle en avait tellement marre de l'hôpital qu'elle était pressée, c'était à peine si on pouvait un peu la mettre dans une consultation pour essayer un peu de réadapter son traitement. Elle nous a répété en boucle qu'elle voulait plus venir à l'hôpital, qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille. Après cette évaluation un peu vite faite, on s'aperçoit qu'elle a des douleurs neuropathiques, qu'elle a des douleurs en mobilisation, que les transports sont extrêmement douloureux et la maman nous dit elle pleure à chaque transport. Elle a déjà un traitement qui est assez lourd parce qu'elle est déjà sous morphine, elle est déjà sous Neurontin, sous Laroxyl, tout en Péros. Et là, il y a une problématique qui émerge à cette consultation, c'est que déjà médicale, on se dit est-ce que c'est éthique de poursuivre cette thérapie ciblée au vu de son état. Et en même temps, on se retrouve un petit peu avec cette maman, parce que c'était beaucoup la maman qui était là, accrochée au traitement, qui nous disait façon, je dois y aller, on n'a pas le choix, il faut le faire. Donc dans cette attitude, on s'est dit, mais comment on peut essayer de discuter? C'était pas entendable. On s'aperçoit que cette maman n'avait même pas entendu que sa fille était déjà en soins palliatifs, et c'était ça un peu la problématique. Nous, on ne s'était jamais présenté non plus en tant qu'équipe de soins palliatifs, on était resté équipe douleur pour elle, parce qu'on n'avait jamais eu ce moment pour poser les choses. On sentait cet espoir qui était généré. Le médecin du service qui se dit, le médecin oncologue, de toute façon, si, comme on pense, elle va progresser, elle ne pourra pas continuer son essai, donc de toute façon, elle sera réfutée et ça s'arrêtera d'emblée. Mais du coup, on a quand même l'inquiétude de se dire, elle va être délocalisée, on la verra que pour régler des situations urgentes, donc même plus vraiment porter des discours, avec les transports qui vont se faire régulièrement. Marie, du coup, au milieu de tout ça, c'est quelle importance on donne à son avis lorsqu'elle nous dit que moi, je veux rester au domicile, je ne veux plus aller à l'hôpital. Où est-ce qu'on met ce curseur difficile entre la détresse des parents qui vont perdre leur enfant et malheureusement la souffrance de Marie? Un mois, elle a quand même fait un mois, ces trajets quand même réguliers. Elle a continué à progresser, les douleurs ont été difficiles à soulager. Elle a été hospitalisée brutalement parce qu'elle était prostrée de douleur avec des signes respiratoires. Elle est hospitalisée sur l'instant même et elle décède 8 jours après. Cette situation nous a quand même assez posé question parce qu'effectivement, d'une certaine manière, on était lancé dans quelque chose où on a eu du mal à faire marche arrière face à la détresse de la famille. On s'est beaucoup après aussi reposé en équipe en se disant que peut-être la vigilance aussi à avoir, c'était qu'il fallait bien accompagner de manière... de ne pas faire rentrer des enfants dans des essais sans qu'il y ait un accompagnement palliatif, mais bien marqué avec des discours pour que peut-être on puisse avoir aussi cette garance du confort de l'enfant et peut-être rediscuter et redéfinir un projet qui sera peut-être différent. C'est bien sûr toute la difficulté de ces situations extrêmement singulières et pour qui on est obligé de s'adapter pour chaque famille et chaque enfant. Cette triangulaire pour nous, pédiatres, difficile entre soignants, parents et enfants. Et on a encore beaucoup de travail pour améliorer le confort des enfants et des familles. Merci Caroline. Des questions dans la salle? Je pense que c'est c'est vraiment... Non, mais c'est... je pense que c'est très bien d'aborder ce type de problème. Donc Nicolas, attends, je te donne le micro, ça on t'entend mieux. Donc là, on peut parler en français maintenant. Non, le point que vous évoquez là dans ces deux cas cliniques entre guillemets, c'est aussi l'articulation avec les essais de phase précoce. Et c'est vrai que on est vraiment à la limite et on est sur le fil pour savoir s'il faut y aller, il faut pas y aller. Nous, on a mis en place sur Marseille le fait que le médecin qui s'occupe des soins palliatifs et Marge, et c'est un des médecins de la phase d'essai précoce, ce qui fait qu'on a toujours un regard palliatif, si possible dans la continuité de ce qui était fait dans le centre éventuellement d'où venait le patient. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour que justement cette démarche palliative, parce que c'est vrai que c'est un travail de fond d'arriver à avancer avec les parents ou faire avancer un peu les parents avec nous, qu'on ne le perde pas dans l'espoir plus ou moins réel et virtuel de la phase 1, et c'est vrai que c'est un point vraiment critique, et d'avoir cette présence cette présence spécifique palliative dans les essais précoces, je pense que c'est vraiment un plus qui devrait être développé dans tous les endroits. Notre commentaire ou question
est-ce que vous êtes sollicité pour, à d'autres stades de la maladie? Parce que chez l'adulte, souvent, on dit soins palliatifs au sens large. Par exemple, quelqu'un qui a une alopécie, il faut organiser une perruque qui soit de qualité, etc. Est-ce que vous intervenez aussi à des stades précoces, dans des situations difficiles, administratives ou autres? Alors nous, là où on est vraiment très précoce, c'est beaucoup avec les neurologues, notamment quand ils annoncent des maladies neurodégénératives, où au final, dès l'annonce de la maladie, de plus en plus, alors peut-être pas initialement, mais très vite dans le mois, ils nous intègrent dans la prise en charge. Et en plus, c'est vrai que tant les patients d'hémato-onco, ils sont quand même régulièrement dans les services. Les patients, par exemple, du neurohandicap, ils peuvent voir le neurologue tous les 6 mois. Et on se dit, on leur annonce quelque chose de grave et on laisse ces familles évoluer. Donc là, de plus en plus, avec les neurologues, on est aussi en amont. Et en hémato-onco aussi, on a fait beaucoup de réunions, justement pour faire que dès qu'il y ait des rechutes, que nos équipes, on ait des consultations prévues pour justement accompagner, même en amont des douleurs, en amont des symptômes. D'autres questions? Donc je pense qu'on va... C'est toujours toi qui restes sur la scène, dans une autre partie. Juste pourquoi un aparté? En fait, on a souhaité commencer par les soins palliatifs et la douleur. C'est ce qui lie l'adulte et l'enfant, hormis la recherche. Donc voilà pourquoi le RSPP, à travers Dr DeVos, sont présents en principauté pour la première fois, pour la première biennale. Merci. Je te laisse la parole, Caroline. Merci. Tu cliques. Bon. Alors, pareil, là, on m'a demandé de parler de la douleur de l'enfant. Alors, je me suis dit, c'est un sujet qui est quand même assez vaste parce que comment je vais l'orienter? Parce que est-ce qu'on va parler plutôt de comment on évalue la douleur, les différents types de douleurs, les douleurs neuropathiques qui nous embêtent beaucoup? Est-ce qu'on va parler des traitements médicamenteux? Est-ce qu'on va parler plutôt de la prévention des gestes douloureux itératifs, qui est important parce que justement, c'est des services où on a de plus en plus souvent des gestes douloureux, répétitifs. Est-ce qu'on va mettre dans les services de pédiatrie tout ce qui est Méopaim, là c'est quand même assez développé. Est-ce qu'on va parler de tout ce qui est champ non médicamenteux qui se développe de plus en plus? Mais en même temps, tout ce qui est traitement, évaluation, c'est assez protocolisé. Tout ce qui est non médicamenteux, c'est beaucoup présent dans les services de cancéro, mais on n'a pas vraiment de vraies études. Et je me suis dit que on pouvait peut-être aborder, alors on va rester un peu dans le champ du soin palliatif, mais peut-être quelque chose qui est moins protocolisé, moins standardisé, c'est comment on prend en charge ces enfants lorsqu'ils sont au domicile, parce que malheureusement, en France, c'est pas la même prise en charge pour tous, et tous ne bénéficient pas des mêmes réseaux et des mêmes prises en charge, et ce qui est là où effectivement on doit quand même nous aussi se battre, parce que c'est pas tout à fait normal que si on habite proche du CHU, on peut plus facilement rentrer à sa maison que si on est à 1h30, on n'aura pas les mêmes ressources. Donc du coup, j'ai un peu voulu qu'on discute sur ça, c'était comment on accédait lorsqu'un enfant douloureux, qui était en soins palliatifs, nous sollicite, ou sa famille, pour rentrer à la maison. Parce que ça nécessite, en fonction de son état et en fonction de ses traitements, quand même une certaine logistique pour accéder à ça. Donc déjà, c'est vrai que j'ai voulu partir sur le fait qu'on évalue l'enfant. Il faut toujours quand même... Notre priorité, c'est l'enfant dans toutes ces situations. Et des fois, il faut être sûr que c'est leur souhait à eux. Parce que des fois, on en a certains qui préfèrent rester à l'hôpital parce qu'ils sentent bien que leurs parents sont inquiets et qu'ils ne vont pas forcément être en capacité de gérer un symptôme. Et ça, il faut aussi le prendre en compte, que c'est ça qui prime et pas effectivement, même si on sait que c'est compliqué, l'organisation familiale, parce que c'est plus facile pour eux s'ils sont à la maison. Il faut avoir cette garance-là. L'état au moment de la demande, parce que est-ce que c'est un enfant qui est encore autonome? Est-ce que malheureusement, il est déjà beaucoup grabataire parce que ça ne va pas changer la même chose dans le retour à la maison? Est-ce que les douleurs sont stabilisées? Parce que si on est en train d'augmenter quotidiennement les traitements, ça ne paraît pas judicieux forcément d'organiser de suite un retour à la maison. Et quels sont les traitements au moment de sa demande? C'est sûr que s'il est encore avec des traitements par la bouche, c'est plus facile que s'il est déjà branché sur son cathé central avec des traitements lourds comme la morphine ou de la kétamine. Et ensuite, l'autre chose qui doit nous préoccuper, c'est que si on y accède, c'est comment on réévalue cet enfant. Est-ce qu'il y aura une évaluation médicale possible? Parce que s'il habite à 1h30 du lieu de centre de référence, est-ce qu'on lui fera faire des allers-retours réguliers? Au niveau des parents, il faut aussi qu'on arrive à évaluer aussi quel est leur souhait. Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à leur enfant, mais qu'en même temps, ils se sentent incapables de pouvoir gérer ça? Et est-ce qu'ils vont pouvoir assumer, dès l'instant qu'il y aura une crise douloureuse, de pouvoir administrer tel ou tel traitement, d'attendre l'infirmière le temps qu'elle arrive, parce qu'on sait bien que ce n'est pas l'hôpital, donc ça ne va pas être réglé en 5 minutes.
leur anxiété à eux. Et il faut aussi prendre en compte que c'est extrêmement difficile cette période-là et que pour beaucoup, l'escalade des traitements antalgiques fait peur aux parents et que plus on administre une dose de morphine, plus on risque de perdre l'éveil. Et donc il y en a certains aussi qui ne sont pas forcément dans l'adhésion d'augmenter les doses. Et il faut aussi qu'on arrive à avoir cette vigilance-là, parce que c'est pas tout de faire rentrer un enfant à la maison. Si après il ne peut pas avoir le bon traitement au bon moment, c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Il faut aussi qu'on arrive à analyser toute cette dynamique familiale. Est-ce que l'enfant va rentrer dans un endroit serein et paisible? Et avoir en tête qu'une fois qu'il sera rentré, l'implication des parents va être comme des soignants, qui vont participer aux décisions, qui auront une charge qui va être beaucoup plus lourde. Et c'est à prendre en compte parce que du coup, en fait, on va négocier plus avec les parents que ce qu'on ferait à l'hôpital, quand des fois on ne les trouve pas bien, on augmente les médicaments, on augmente les doses, de toute façon on leur explique. Mais là, des fois, ça va être plus difficile d'augmenter, où ils vont nous dire non mais là, vous le voyez maintenant là parce que vous venez d'arriver, il est stressé, mais je vous assure, les jours d'avant, ça allait. Donc tout ça, il va falloir aussi une certaine rigueur qui va être compliquée. Une fois qu'ensuite on a vu si c'était gérable, si l'État le permet, si les parents sont en capacité, on peut les accompagner, c'est d'évaluer la situation globale déjà de son lieu d'habitation. Est-ce que ça va permettre d'avoir accès à un réseau, si on a besoin de mettre des infirmières, une HAD, si on a besoin d'avoir, parce que ce n'est pas le cas pour tous. Est-ce qu'il y aura un entourage familial, ou est-ce que cette famille va rentrer un peu dans la montagne et sera complètement isolée, il n'y aura personne autour pour les aider? Et est-ce qu'il y aura un médecin quand même investi? Parce que ça va être compliqué si jamais on ne peut pas régler vite un symptôme ou qu'on doit attendre 3 heures le SAMU. Les réseaux de soins, il faut savoir que pour nous, alors pour PACA Ouest, ils ont une HAD pédiatrique. Nous, on n'a pas d'HAD pédiatrique et aucun réseau de soins palliatifs pédiatriques. Donc déjà, quand un enfant dans notre secteur rentre à la maison, ça va reposer sur notre équipe pour aider la mise en place et réadapter les symptômes, ce qui est assez compliqué, ce qui n'est pas pareil partout. À Lyon, ils ont aussi une HAD pédiatrique. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des réseaux et nous, on est en train de travailler avec l'ARS pour mettre en place des choses différentes, que ça ne repose pas sans arrêt sur nous. La complexité de ces prises en charge, du coup, c'est que forcément, on a des soignants adultes qui ne sont pas toujours habitués à la pédiatrie, habitués à cette triangulaire où on parle d'abord aux parents et après on a accès au patient qui est l'enfant. Et des fois, pour eux, c'est compliqué, à cette triangulaire avec des parents qui sont sans arrêt en train de cheminer, mais différemment, et qu'ils ont des espoirs et que ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas facile d'être seul soignant quand on rentre au domicile et qu'il y a plusieurs personnes d'une famille, d'un enfant qui est en soins palliatifs. Ces réseaux, ils sont quand même indispensables parce qu'une fois qu'un enfant rentre, ce qui est important, c'est qu'on évite aux parents le sentiment d'abandon et l'épuisement. Donc c'est important qu'il y ait des gens autour quand même pour les épauler. Et pouvoir aussi évaluer quotidiennement l'enfant et pouvoir rappeler les services pour pouvoir réadapter les traitements s'il y a besoin. Faire rentrer un enfant dans cette situation à la maison, ça demande aussi une anticipation qui est complètement différente de l'hôpital. Alors bien sûr, à l'hôpital, on anticipe lorsqu'on a des phases d'aggravation, on a des discours, mais à la maison, on doit le faire d'autant plus. Il faut faire des prescriptions anticipées parce que s'il habite loin, on sait qu'il va mettre 2h30 à arriver. Il faut quand même qu'on puisse autoriser l'infirmière à pouvoir administrer des traitements sur le caté central pour au moins pouvoir le stabiliser le temps du transport. S'assurer que les traitements seront disponibles parce que quand il y aura la crise douloureuse, ça va rarement arriver, alors des fois en journée, mais ça va être le week-end, le soir. Donc si on n'a pas mis ce qu'il fallait, on ne peut rien faire, on est quand même coincé. La disponibilité du matériel, alors c'est vrai que ça, il faut quand même l'anticiper, mais ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Pour un enfant qui a brutalement présenté des troubles de déglutition, on n'avait pas mis d'aspiration. Et parce qu'il c'était pas encore le moment. Quand on est à la maison, on est un peu embêté. Et après, réfléchir sur où est-ce qu'on va le transporter, cet enfant, si jamais il y a une crise douloureuse. Parce que forcément, s'ils sont dans le Var, normalement, si on appelle le SAMU, le transport, il est transfert dans les hôpitaux périphériques et pas dans son service de référence. Et ça, il faut quand même qu'on puisse l'anticiper parce qu'il ne faut pas mettre après les familles et les enfants en difficulté. Et on doit aussi avoir une vigilance, c'est que bien anticiper, c'est bien, mais trop anticiper, faut pas non plus, on n'est pas dans la même temporalité, nous et les parents, et il ne faut pas non plus leur faire peur en voulant mettre trop de choses d'emblée à domicile, où du coup après ça les perturbe. Donc tout ça est un art aussi difficile à manier. Une fois qui rentrent, il y a une importance de coordination parce que suivant, il faut se dire, c'est que quand ils sont branchés sur un caté avec plusieurs traitements qu'on réadapte régulièrement, c'est important de pouvoir mettre un lien entre les soignants du domicile et les soignants du service de référence, que s'ils arrivent en pleine nuit, que le service de référence ait en même temps
sache exactement où il en est des traitements et qu'il n'y ait pas de soucis. Des réunions avec les soignants pour clarifier ensemble le projet de soins de l'enfant. Ça, c'est important, que tout le monde soit au clair. La disponibilité et le rôle de chacun, la compétence et les limites de chacun, et les craintes et peurs de chacun. Parce que ça, comme on a des infirmières qui font plus de l'adulte, des fois, quand les situations progressent, elles sont démunies. Et nous, on a déjà eu le cas où, à un moment donné, un vendredi soir, l'infirmière a dit « Non, c'est trop lourd pour nous, on ne peut plus ». Et là, on lui a dit, mais un vendredi soir, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas lâcher la prise en charge. On mettra une HAD, mais il nous faut du temps. Donc ça, c'est aussi important de bien anticiper si chacun se sent compétent de prendre en charge une situation de ce type. Le suivi qu'on va mettre en place ensuite, il dépendra de l'état de l'enfant et de son lieu d'habitation. C'est sûr que si on a encore des traitements par la bouche, si l'enfant il peut se mobiliser, il sera revu toutes les semaines, tous les 15 jours dans son service de référence avec nous. Malheureusement, si son état se détériore et que les transferts deviennent douloureux, ils seront plus revus régulièrement. Et du coup, c'est là où on fait les déplacements au domicile pour que du coup, les soignants du domicile ne soient pas en difficulté et qu'on puisse avoir un œil et pouvoir rediscuter aussi avec l'oncologue référent pour réadapter, voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire aussi dans ces prises en charge. Et la difficulté, lorsqu'ils ne peuvent plus se rendre à l'hôpital, c'est de toujours garder la collégialité des décisions et c'est ça qui est un peu aussi complexe et qui prend du temps. Bien sûr que le domicile, c'est un grand bénéfice dans ces situations parce que c'est un projet qui est souvent dynamisant, tourné vers la vie. Ça permet de remettre l'enfant dans un autre contexte, la famille aussi d'oublier d'une certaine manière, tant qu'elle peut, un peu la maladie. Ça permet aussi un regroupement familial, un accès à l'enfant qui est différent que quand il est à l'hôpital. Et surtout les fratries, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les fratries sont beaucoup plus présentes quand les enfants sont au domicile qu'à l'hôpital où les parents essayent de les préserver et du coup sont moins présentes dans les évolutions. Là, elles vivent au cœur avec leur frère ou leur soeur malade. Les limites, c'est que malheureusement, toutes les thérapeutiques, elles ne sont pas disponibles au domicile. Nous, on a réussi à faire une fois des transfusions sanguines au domicile, sachant que la loi l'autorise. On a le droit en HAD de le faire. Simplement, c'est méconnu. Et c'est une activité qui est sous-financée et qui prend beaucoup de temps. Et du coup, en fait, ils le font très peu. Et en 2017, c'était 0,1% de leur activité. Et ils ont fait 1500 patients dans l'année, ce qui est très peu. Nous, la fois, on a dû le faire parce que l'enfant n'était pas du tout transportable. Et au final, c'est l'HAD qui mettait en route la transfusion. Et avec mon équipe, on arrivait, on finissait la transfusion. C'était le seul moyen qu'on avait trouvé pour pouvoir, en tout cas, continuer parce que la maman n'était pas encore prête d'arrêter les transfusions. Donc du coup, c'était le seul alternative qu'on avait trouvé. Le Méopa, il est autorisé. On sait que pour nous, les enfants, ça nous aide beaucoup dans les transferts, dans les soins, dans les toilettes. Et il est autorisé dans le cadre de l'HAD, mais malheureusement, pas toutes les HAD. Et nous, sur Nice, par exemple, c'est pas possible. Alors que si on va prendre l'HAD qui est un peu plus loin, à Antibes, ce sera possible. Et ça, c'est quand même des choses qui sont quand même impensables qu'on en ait à ce niveau-là. Et l'autre limite, quand il rentre à la maison, c'est qu'il n'y a pas d'astreinte médicale la nuit et le week-end. Donc il y a l'astreinte médicale du service de référence, de l'hémato-onco, qui est toujours joignable. Mais c'est vrai que quand elle voit moins ses enfants, c'est compliqué de répondre aussi à une réadaptation des demandes. Et donc souvent, mon collègue de Marseille fait pareil, ou moi, on reste d'astreinte la nuit pour pouvoir réadapter s'il y a besoin et les week-ends. Ce qui est aussi une limite à ces prises en charge. Je vous ai juste mis un peu une cartographie pour voir un peu. Ça, c'est le VAR. C'est pour voir les réseaux en fait, des équipes mobiles de soins palliatifs, des HAD. On voit qu'elles sont vraiment mises sur le littoral. Mais quand on s'éloigne de l'arrière-pays, il y a quand même un désert pour la prise en charge des soins palliatifs, sachant que c'est que adultes. Les Alpes-Maritimes, c'est un peu plus doté, mais c'est pareil sur le littoral. Quand on s'éloigne, c'est compliqué. Du coup, effectivement, donc je voulais un peu plus apporter cette vision-là qui me paraissait plus différente peut-être de ce qu'on connaît habituellement. C'est qu'on s'efforce toujours à faire un retour à la maison. C'est important, mais c'est important aussi de pouvoir s'assurer que l'enfant il aura tous les soins dont il peut bénéficier. Parce que sinon, si c'est faire un retour pour qu'il soit complètement prostré et douloureux à la maison, c'est pas ce qu'on souhaite. Et on s'est déjà retrouvé piégé. Au final, des familles qui refusaient parce que l'hémato-onco était le service qui ne pouvait pas guérir l'enfant, ne voulait plus venir. Et on s'est retrouvé avec des enfants extrêmement douloureux pour qui on n'arrive même pas à augmenter les traitements. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on doit, à quoi on doit arriver. Donc on a quand même beaucoup de chemin à parcourir pour un peu avoir des astreintes médicales en soins palliatifs 24 heures sur 24, des réseaux qui sont beaucoup plus formés à prendre en charge ces enfants-là, avoir du soutien aux familles beaucoup plus adapté. Dans ces services de cancéro, on voit comment on a les associations, les blouses roses, les clowns, il y a beaucoup de monde, mais dès l'instant qu'ils ne sont plus dans ces services, ils n'ont plus rien.
Et l'avenir, c'est peut-être un peu aussi ce qu'on fait déjà, hein, parce que combien de fois on s'est déjà retrouvé à avoir en visio l'enfant pour pouvoir nous permettre d'adapter les traitements, mais c'est peut-être la téléconsultation, de manière à ce qu'en plus, il y ait une infirmière en plus et nous peut-être plus visible et pouvoir mieux gérer ces prises en charge.